Je suis Antonio Casilli et je suis là pour vous parler des sociabilités étudiantes à l'heure des réseaux sociaux d'Internet. Je précise toujours les réseaux sociaux d'Internet dans la mesure où en sociologie, on parle de réseaux sociaux depuis les années 30, donc bien avant Internet, parce que n'importe quel groupement social, cette salle aujourd'hui par exemple, peut être décrite comme un réseau, c'est-à-dire comme un ensemble de nœuds. Chaque individu est un nœud et les relations existantes entre les individus peuvent être décrites comme des liens. Donc on a tout simplement emporté ce type d'analyse, donc qui remonte très en arrière dans le temps, dans le monde du numérique, avec évidemment les effets que vous connaissez désormais toutes et tous, dans la mesure où les médias sociaux nous obligent à revoir nos usages en termes de sociabilité. Donc en gros, ce qu'auparavant, je veux dire, dans les années 90 et 80, on considérait surtout comme des usages individuels, aujourd'hui on les considère comme des usages participatifs. C'est important de faire cette petite précision initiale parce que cela nous sert aussi pour comprendre dans quelle mesure mon intervention d'aujourd'hui va un peu s'éloigner, si vous voulez, des autres qui l'ont précédé et à la limite même un peu à être le pendant de l'orientation même d'une initiative comme le Barcamp, qui est extrêmement centrée sur l'usage de certains outils et sur, évidemment, le questionnement, comment ces outils, ces usages numériques transforment-ils notre manière d'enseigner et pour les étudiants, évidemment, leur manière d'apprendre. Je trouve que de ce point de vue-là, le fait d'imaginer que ce qui se passe aujourd'hui ne soit qu'un passage linéaire d'un enseignement de tableau, si vous voulez, vous me passez la métaphore, un enseignement de tablette, c'est un peu simpliste, réducteur. Le fait d'imaginer ces évolutions comme des évolutions linéaires, souvent, est une approche qui a certaines limites, dans la mesure où on se concentre beaucoup trop sur les outils. Voilà, cette animation, ça m'a pris 15 minutes pour la faire, donc voilà, c'est vraiment excellent de voir que ça marche. Je disais, de se concentrer un peu trop sur les outils et de perdre, d'oublier les usages même. Ces outils, évidemment, on en a déjà parlé, vous allez en parler encore. Il y a cet essor de Wikipédia et des wikis en général, ou de la logique participative des wikis. Personnellement, dans l'enseignement, je m'en sers pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que parfois ça marche décidément moins bien. Évidemment, il y a les médias sociaux, donc le fait de se servir de Facebook pour certains, Twitter pour d'autres, pour ne parler que des deux plus célèbres aujourd'hui en 2011. Personnellement, je suis un partisan de Twitter, surtout pour ce qui est du live tweet. Le live tweet qui permet vraiment d'avoir un retour d'expérience des personnes qui suivent les cours. Mais évidemment, cela implique une temporalité complètement différente dans l'enseignement. Et après, il y a des dispositifs mobiles, il y a évidemment certaines expériences qui ont été menées, surtout dans le monde anglo-saxon et Amérique du Nord, sur Second Life et dans les univers immersifs, donc pas mal d'universités qui se sont installées sur Second Life. Encore une fois, je passe parce que c'est le fait de trop détailler ces outils nous oblige un peu à tomber dans une logique que je considère fallacieuse, la logique de l'enseignant à gadget. Donc en gros, si on donne à n'importe qui ces outils merveilleux, les lendemains qui chantent, évidemment, on va révolutionner tout. Non, ce n'est pas automatique. Et c'est ça un peu le sens de mon intervention. La première raison pour laquelle ceci n'est pas automatique est que l'informatisation de l'enseignement est quelque chose qui a une histoire, une historicité. On ne peut pas imaginer que ce soit un processus qui s'est mis en place dans les dernières années. L'informatisation et en général la technicisation et aussi la bureaucratisation de certaines tâches liées à l'enseignement et à l'apprentissage est
quelque chose de très plutôt, disons, fait remonter plutôt au XXe siècle. Évidemment, on s'est toujours servi de certains outils liés à la gestion de l'information, autant dans l'apprentissage, si vous pensez par exemple à la technicisation de l'apprentissage des langues avec l'arrivée dans la deuxième moitié des années 2000 des labos de langue, évidemment à la gestion même de l'apprentissage de la part des étudiants, avec un usage important de informatique liée à l'enseignement, d'abord avec les cartes perforées, après ensuite avec des outils beaucoup plus récents tels Moodle, et évidemment aussi l'usage pour certains sujets de dispositifs techniques souvent importants. Donc par exemple dans les mathématiques, l'utilisation des calculatrices, ou des calculateurs plutôt. Mais donc, en gros, si l'informatisation n'est pas une nouveauté, quelle est la nouveauté? La nouveauté est dans le fait même que cette informatique a changé et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus en train de parler, quand on parle de médias sociaux, de la même informatique dont on parlait il y a 30 ans ou 50 ans. L'informatique dont on parlait il y a 30 ans ou 50 ans était une informatique d'information, qui était donc basée sur la gestion d'une masse d'informations. Alors qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'informatique communicante. L'informatique qui est plutôt pour l'échange, pour le partage d'informations. C'est un changement de taille qui nous oblige avant tout à une prise de conscience de la portée relationnelle des technologies de l'information et de la communication. Et la raison pour laquelle, évidemment, aujourd'hui, on se pose un ensemble de questions liées aux usages des médias sociaux est qu'évidemment, ces usages-là n'impliquent pas exclusivement le fait de gérer des grosses bases de données. Évidemment, ça, c'est le travail de Facebook. Et bon, ils le font encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Mais pour nous, c'est surtout le fait de se mettre dans une posture relationnelle, le fait d'accepter le fait que ces technologies sont des technologies de la chaleur humaine, si vous voulez, et qui donc impliquent un certain élément de proximité, intimité, émotionnalité parfois, qui est à prendre en charge dans la pratique de l'enseignement actuel. À quel moment, donc, on a commencé à être confronté à ce type d'informatique communicante, relationnelle et aussi, disons, chaude, par opposition à l'informatique froide de l'information, de la gestion des cartes perforées. C'est quelque chose qu'on a commencé à voir à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. La deuxième moitié du XXe siècle est le moment où deux processus historiques, deux dynamiques sociales aussi, concomitantes, ont atteint un niveau critique qui a changé complètement notre manière de nous rapporter aux machines à calculer d'abord, et ensuite, évidemment, aux usages informatiques qui y sont liés. Ces deux dynamiques sociales et ces deux tendances historiques sont la réterritorialisation des usages informatiques, et la deuxième est la miniaturisation des dispositifs même. Je passe rapidement, mais surtout, je vous invite déjà à prendre en compte, à regarder cette image qui est la couverture du magazine américain Time du 1er janvier 1903. Comme vous le savez, le magazine Time annonce pour le premier numéro de chaque année The Man of the Year, donc l'homme de l'année. Et surprise, en 1983, l'homme de l'année était en réalité une machine. Donc Machine of the Year, c'est l'ordinateur. Et la couverture dit The computer moves in, donc l'ordinateur s'installe dans les maisons des particuliers. Et il y a déjà une mise en scène de l'intimité domestique, familière, dans cette petite image qui résume un peu la maison même, en ajoutant tout simplement quelques éléments extrêmement simples. Il y a une frugalité extrême. Si vous voulez, la maison est résumée par une chaise et une table. Vous remarquez aussi, ce n'est pas un bureau, je veux dire, de studio, un bureau professionnel, c'est une véritable table de cuisine, avec une chaise tout à fait normale, rien d'ergonomique, tout ça, rien qui puisse renvoyer à l'univers professionnel, et l'homme et l'ordinateur qui sont mis
en face à face, dans un espèce de dialogue. Je trouve que c'est important aussi d'analyser ce patrimoine iconographique qu'on commence désormais à avoir, et ça commence effectivement à être important, parce qu'il nous permet justement de saisir certaines dimensions de ces deux dynamiques de reterritorialisation et de miniaturisation. Regardons donc la première, la miniaturisation. Évidemment, ça on le sait, c'est quelque chose qui s'est installé à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ordinateur vedette, et bon, aussi l'un des rares ordinateurs de l'époque, était Colossus, employé par les Britanniques justement pour craquer le code de communication des nazis. Donc ça, c'était l'œuvre du grand Alan Turing, mais le nom même Colossus évoquait une taille monumentale. Il s'agissait vraiment d'un ordinateur qui occupait un entrepôt. Et la situation n'a pas changé. Bon, évidemment, ça a changé peu à peu. Donc, encore dans les années 50, le premier ordinateur commercial, c'est-à-dire vendu, qui n'était pas seulement un prototype militaire, l'Univac, faisait 3 tonnes et c'était une pièce de 3 mètres par 4 mètres. Donc, en gros, c'était une véritable pièce avec une porte pour entrer. Là, vous la voyez, la porte. C'est excellent, donc, l'idée d'entrer dans le cyberespace de cette manière tout à fait matérielle et tangible. Et encore un peu plus tard, le premier ordinateur portatif, pour ainsi dire, le IBM 5100, faisait 30 kilos. Donc, portable enfin, c'est une façon de parler quand même. 30 kilos, c'est une grosse. Oui. portable au sens de. Oui, on pouvait évidemment avec un équipement. C'était en gros la taille d'une grosse machine à laver industrielle. Et évidemment, d'autres ordinateurs portables ou portatifs, pour ainsi dire. On commence avec les mini-ordinateurs, le micro-ordinateur. Bon, l'ordinateur que vous voyez là n'était pas trop différent du premier ordinateur que j'ai eu moi-même, qui faisait 11 kilos. C'était un Commodore, ce qui ne m'y rajeunit pas, évidemment, mais enfin, ça va. Et ainsi de suite. Enfin, on continue avec des ordinateurs portables de ce type-là. Ça, c'est une image de 82. Donc, c'était un journaliste français qui se mettait un peu en scène pour montrer donc, les grands avantages des ordinateurs qui font une petite taille. Cet ordinateur-là faisait aussi 8 kilos. Non, un peu plus, 10 kilos. Et donc, c'est une image qui est extrêmement parlante. Nous avons ce jeune homme à l'allure un peu à la Cary Grant, quelle assurance. Donc, il regarde le regard projeté vers le futur, la chemise ouverte un peu à la BHL, et en même temps, cette image qui trahit une tension énorme, les bras qui sont comme ça serrés, qui tend plutôt à serrer l'ordinateur au corps même de l'utilisateur. Il y a une volonté presque d'incorporer l'ordinateur et en même temps la difficulté justement de tenir dans les bras cette grosse machine. Ça nous change un peu par rapport à nos dispositifs mobiles d'aujourd'hui. L'autre dynamique dont je vous parlais, c'était celle de la reterritorialisation. Donc, en gros, le fait que les ordinateurs et les usages qui vont avec se sont déplacés des bases militaires du début vers les usines et les bureaux et ensuite dans les maisons des particuliers. Des premières tentatives d'installation des ordinateurs dans les maisons des particuliers remontent aux années 60. Là, c'était un prototype de Honeywell d'ordinateur pour la femme au foyer. J'insiste beaucoup sur le fait que la première population visée était celle des femmes. Pourquoi ? Parce que même dans les bureaux, les ordinateurs étaient plutôt pour les secrétaires. Bon, j'insiste beaucoup sur ça. C'était pour les gestionnaires qui, dans la plupart des cas, étaient des femmes à l'époque. Et donc, ça paraissait tout à fait disons naturel, entre guillemets, de proposer aussi des ordinateurs pour la maison de ce type-là. C'était un ordinateur qui gérait exclusivement des recettes de cuisine. Et je vous invite aussi à regarder le type de mise en scène qu'on a dans cette image. Donc vraiment, là, non pas...
je sais pas, la salle à manger, enfin c'est la cuisine vraiment véritablement, et derrière ce petit rideau ouvert qui ouvre sur un petit jardinet. Donc il y a tout un imaginaire de la domesticité qui est mobilisé à ce moment-là et qui continue à être mobilisé quand les ordinateurs deviennent de plus en plus petits et commencent à être utilisés pour des usages ludiques. Donc on commence à avoir des ordinateurs qui sont aussi des consoles de jeux, on commence à avoir aussi des ordinateurs qui sont pour la maison, donc home computers, et pour la famille, family computers, et enfin pour la personne même, pour les individus, donc il devient personal computers. Bon, c'est une autre image que j'adore parce qu'elle résume tout un imaginaire d'une époque, c'est le tout début des années 80, et déjà, bon, je me permets de prendre une minute pour l'illustrer. Donc il y a une coupure sexuelle claire, donc les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Après, évidemment, il y a aussi disons, une manière de trier les acteurs par appartenance générationnelle. Et là, c'est important à souligner. Les adultes qui occupent la partie supérieure de l'image, les enfants qui sont vers le bas. Et aussi, le type de posture, d'attitude de chacun des personnages de cette image est extrêmement parlante. On a la mère qui se place un peu dans la distance, elle s'éloigne, elle regarde avec une certaine bienveillance les autres acteurs qui sont impliqués dans l'action. La fille qui touche à peine, elle effleure, elle n'ose pas toucher, donc il y a une certaine mise en scène de la féminité dans le contexte domestique. Les deux garçons qui ont une attitude ou des attitudes complètement différentes. Le père a la coupe de cheveux remarquable, qui prend son fiston et qui semble vraiment le projeter dans l'écran. Vas-y mon enfant. Et évidemment, l'enfant qui est complètement dans l'action, il joue avec la manette de jeu, donc il est effectivement le porteur d'une signification forte et plutôt d'une responsabilité, d'une injonction presque à l'action. C'est une image importante aussi pour la question, ou plutôt pour l'élément visuel qui est représenté par le rideau même. Rideau au motif floral absolument affreux, mais par rapport à l'image précédente, un rideau qui est fermé et qui implique le fait que l'ordinateur soit inscrit dans une sorte de bulle d'intimité, dans une sorte d'espace qui, en tant que privé, est un espace clos. Alors, pour nous, oui. L'image, c'est un terrain de football. C'est un terrain de football. Oui, aussi, dans l'écran, sur l'écran. Sur l'écran. Sur l'écran. Non, il a raison. Il s'agit d'une variation de Pong qui est soccer. Donc c'est effectivement un terrain de football. Sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas mettre 22 acteurs. Donc on faisait du football avec seulement 2 personnages, 2 barrettes. Allez. Non, mais ça continue, si vous voulez, du sport lié à l'imaginaire des ordinateurs. On a aussi cette image merveilleuse une pub de Texas Instruments de 83, et après on termine avec le côté archéologique, de ce père en tenue de jogging, absolument à la mode pour l'époque, qui regarde complètement surpris et médusé les prouesses informatiques de son enfant. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, son enfant, sur l'écran? Il fait do, ré, mi, fa, sol. Donc, en gros, vraiment une échelle extrêmement basique. Mais évidemment, il y avait un élément de surprise, il y avait un élément d'enchantement et de merveille lié à ces usages informatiques. Je ne vais pas rentrer dans la dimension magique de ceci, mais plutôt m'attarder sur le fait que cette idée de l'intimité, cette idée de la personnalisation des usages, qui est important pour nous et pour nos propos aujourd'hui, était aussi liée à l'adoption de certains noms commerciaux qui, pour l'époque, était surprenant, parce que jusque-là, les ordinateurs s'appelaient Univac, UBM 5100, donc ils avaient plutôt des chiffres et des lettres, et qui convoquaient évidemment un imaginaire technicien et scientifique, entre guillemets. Alors que, à partir des années 80, les ordinateurs commencent à se personnaliser en adoptant aussi des prénoms
Comment? Donc VIC-20, par exemple, c'est le célèbre ordinateur de Commodore, et ma petite Madeleine de Proust à moi aussi, parce que c'était mon premier ordinateur. Donc des prénoms communs de hommes et de femmes, par exemple Lisa de Apple, des noms d'enfants, des noms d'animaux. Les ordinateurs commencent à s'appeler comme celui-là Piccolo, PC Junior, donc vraiment l'évocation de quelque chose de petit et d'enfantin. C'est un ordinateur, voilà, ça c'est un ordinateur qui est un peu un calculateur aussi, qui s'appelait Husky, donc le nom d'un chien. Microbee, donc la petite abeille, hein, et d'autres encore, des noms de fruits, donc ça c'est un ordinateur qui s'appelait Acorn, celui-là, et l'autre, évidemment, le fruit le plus célèbre du domaine des ordinateurs, Apple. Les fiascos commerciaux de l'époque, ça c'est pour regarder aussi l'autre côté, c'est des noms qui évoquent la séduction. Cet ordinateur-là s'appelait Vixen, donc la femme fatale, Foxy Lady. D'autres ordinateurs qui s'appelaient Cortex, qui évoquaient justement le cerveau, l'intelligence, zéro. Enfin, résultat commercial absolument décevant. Un ordinateur du Pays de Galles qui s'appelait Dragon, un seul exemplaire de vendu, que je sache. J'ai rencontré la personne qui l'avait acheté, il était complètement dessus que j'ai cité ça comme un fiasco. Et cet autre ordinateur, oui, donc ça c'était la limite de cet ordinateur, c'était le fait d'être, c'était un ordinateur belge. C'était pas ça la limite, c'était le fait de s'appeler Charlemagne. Au début, il s'appelait Charlemagne, donc l'évocation justement de la royauté, du pouvoir régalien, zéro exemplaire de vendu. À ce moment-là, il le renomme et il l'appelle Piccolo 1000 et il le vend au Japon. Et là, il devient un petit succès. D'autres ordinateurs, évidemment, je passe, mais pour nous, ce qui est important est que, déjà pour résumer cette introduction, il faut regarder les usages des TIC comme un fait social qui est inscrit dans une historicité. Donc cette historicité, justement ces deux tendances, tendance à la miniaturisation, tendance à la reterritorialisation, font en sorte que nous ne pouvons pas aujourd'hui regarder le numérique comme un phénomène récent, même si évidemment il y a un discours public qui est aussi un discours d'accompagnement des technologies qui nous oblige à chaque fois à regarder ça comme une révolution, mais on est confronté à un ensemble d'usages technologiques et c'est important, à mon avis, de placer le curseur, c'est-à-dire de se concentrer sur la sociabilité étudiante pour voir comment ces usages conditionnent notre sociabilité au sens large. Je considère que, étant donné que, historiquement, les ordinateurs ont été ciblés à partir des années 80 sur les jeunes générations, le fait de regarder ces jeunes générations nous dit quelque chose sur les usagers au sens large, donc sur tous les autres usagers. Mais je ne suis pas en train, pour autant, de dire que je pense que je vais passer cette slide, que les ordinateurs sont une question de digital native. Donc que les ordinateurs sont réservés exclusivement à la génération qu'on appelle aujourd'hui Y, la génération des personnes qui seraient, selon ce discours des digital natifs, presque naturellement branchés, presque naturellement connectés à Internet. Il y a certains qui proposent même une vision presque biologique des digital natifs. J'ai quelques problèmes avec ce type d'analyse qui a été d'abord popularisé à partir du début des années 2000 suite aux travaux de Mark Prensky, donc quelqu'un qui effectivement a étudié l'élément pédagogique et comment les jeunes générations équipées par ces usages informatiques, équipées par ces dispositifs informatiques, se positionnent par rapport à l'enseignement. Donc il y aurait un changement radical selon les partisans de cette notion de digital native. Un changement, une rupture de paradigme pédagogique avant tout, mais aussi une certaine manière de revoir disons, la disposition et l'aménagement cognitif même de ces jeunes gens. Personnellement, j'ai des doutes, plusieurs doutes, je ne suis pas le seul, heureusement. D'abord parce que si on regarde, encore une fois, l'enchaînement historique des figures de l'adolescent
face à l'ordinateur, on remarque qu'à partir des années 80, déjà, on a des avatars de cette notion de digital native. Donc, par exemple, déjà en 82, on parlait de computer generation, de computer kids. Donc, finalement, moi, j'étais un computer kid pour l'époque. 1999, on commence à parler d'une génération qui grandit en ligne, donc Internet Children, et après, encore une fois, on arrive avec les digital natives d'aujourd'hui. Bon, si on regarde déjà cette envie, cette volonté de voir dans les jeunes générations les porteurs d'un sens historique, d'un changement, d'une rupture de paradigme, justement on peut s'interroger sur les éléments de discours. Il y a un jeu un jeu idéologique même derrière ceci, et je considère donc qu'il faut recontextualiser ou au moins interroger cette notion de digital natif, surtout en vue du fait qu'il n'y a pas d'évidence empirique qui puisse démontrer que nous sommes face à une génération de digital natives. Il n'y a pas d'évidence empirique dans la mesure où, d'abord, à l'intérieur des jeunes générations d'aujourd'hui, on n'a pas une distribution uniforme des usages informatiques. Et surtout, on ne peut pas dire que tout le monde est naturellement porté pour l'usage des médias sociaux ou en général des ordinateurs. Évidemment, dans n'importe quelle assistance, vous avez toujours quelqu'un, ou n'importe quelle conférence, vous avez toujours quelqu'un qui a une petite anecdote qui normalement concerne son enfant de 3 ans qui, la première fois qui a été confronté à un iPad, a su tout de suite allumer l'iPad, trouver le code secret, ouvrir l'app qui permettait de télécharger des jeux et télécharger Angry Birds. Oui, ok, mais qui a mis le iPad dans les mains de cet enfant ? Il y a une injonction parentale, c'est ça l'élément qui est important, et une injonction parentale qui est liée aussi aux conditions et aux situations socio-économiques et socioculturelles des familles dans lesquelles ces digital natifs semblent se manifester presque magiquement. C'est-à-dire que normalement, les personnes qui ont ce type d'anecdotes disons, dans leur répertoire, c'est des personnes qui ont un certain niveau socioculturel. Mais ceci n'est pas toujours le cas. Désormais, on a assez d'études qui démontrent qu'il y a une stratification sociale, même dans les usages, et même auprès des jeunes générations. On ne peut pas dire qu'un enfant issu d'une famille qui vit en dessous du seuil de pauvreté aura les mêmes usages informatiques. Même face au même ordinateur, même face à la même tablette, il y aura des usages différents, surtout pour ce qui concerne ce qu'on appelle les usages exploratoires liés à une invention de soi, à l'envie de rechercher, d'avoir une curiosité intellectuelle qu'on remarque souvent dans, disons, les personnes aisées, et plutôt les jeunes aisés, issus de familles aisées, et beaucoup moins, statistiquement parlant, dans des jeunes du même âge, issus d'un milieu défavorisé. Donc, évidemment, la situation change rapidement. En plus, la situation change rapidement, pas forcément à la faveur des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui, évidemment, sont dans les cohortes d'âge 55 et plus, qui commencent à investir les usages informatiques et plutôt à s'adonner aux usages informatiques. Donc la situation change rapidement et ce type de distribution qui fait en sorte que les plus jeunes soient les utilisateurs intensifs est en train de changer rapidement. Il y a un rattrapage social qui est aussi un rattrapage en termes d'apprentissage social qui se fait auprès des personnes les plus âgées. L'autre question qui est liée aux usages informatiques et qui est la question qui m'occupe personnellement en tant que sociologue est celle de la désocialisation qui serait liée au fait de se servir d'ordinateurs en réseau.
la doxa, au début ce n'était pas une doxa, hein, c'était vraiment le type d'orientation scientifique qui avait dominé dans ma discipline jusqu'à la fin des années 2000 et qui maintenant est une doxa dans la mesure où on a démontré que c'était faux, était qu'en gros il y aurait une espèce d'effet hydraulique. Si on s'investit davantage dans les échanges en ligne, en échangeant des mails, en échangeant des commentaires sur nos blogs et ensuite sur Facebook et sur Twitter, on s'éloigne de la sociabilité en face à face. Ceci évidemment est basé sur un présupposé extrêmement fort qui serait celui d'un dualisme entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne, et qu'en gros, on serait dans une espèce de situation de vase communicant, comme à l'école. Hein, comme à l'école, quand on nous apprend que c'est un effet un peu liquide, si le niveau de socialisation monte dans le vase en ligne, forcément, il va diminuer dans l'autre situation. Bon, oui, c'est une métaphore qui, que certains collègues, et je pense notamment aux travaux absolument remarquables pour l'époque d'un psychosociologue américain qui s'appelait Robert Kraut, ce monsieur est l'un des premiers qui a fait véritablement des grosses enquêtes dans des villes américaines dans lesquelles il a étudié des familles, donc des cinquantaines et des centaines de familles qui, à la moitié des années 90, s'étaient connectées à Internet. Pour l'époque, c'était quelque chose d'absolument remarquable et il n'y en avait pas des tonnes. Donc c'était important d'arriver à saisir cette population. Qu'est-ce qu'il avait remarqué à la moitié des années 90 ? Que ces personnes-là déclaraient avoir un niveau de bien-être moindre depuis l'arrivée d'Internet. Donc depuis le fait de se servir d'Internet, ils remarquent que leur bien-être personnel diminue, qu'il y a moins de communication à l'intérieur des familles et à l'intérieur des cercles d'amis, et aussi qu'il y a une montée de leur sentiment de solitude. Et Robert Kraut en conclure qu'il y a un effet de cause à effet, donc le fait de se servir d'Internet impliquerait la désocialisation, la rupture des liens forts de ces sujets. C'était intéressant pour l'époque, les données semblaient tout à fait solides, mais, et ça c'est absolument remarquable pour notre discipline, Robert Kraut est aussi une personne extrêmement honnête. Et donc il a fait un suivi de son étude, en fait il en a fait plusieurs. Et dans les suivis de son étude, il n'est pas arrivé à répliquer les résultats. Déjà, la corrélation entre usage d'Internet et désocialisation était une corrélation faible, mais elle était là. Mais en plus, il n'est pas arrivé à la répliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il a publié après une rétractation en bonne et due forme, donc encore une fois, c'est gage de son honnêteté. Ce qui s'était passé, selon lui, était que la première année, quand ces gens étaient confrontés à l'usage d'un ordinateur personnel connecté à Internet, avec le type de connexion d'Internet à Internet de l'époque. Vous voyez les vieux modems qui faisaient coudzun, voilà, et qui passaient genre 15 minutes pour se connecter et 20 minutes pour télécharger un texte ou une image. Effectivement, c'était quelque chose d'extrêmement lourd comme tâche cognitive en termes d'apprentissage d'un savoir-faire technique. Et le fait de s'impliquer, de s'engager dans ce type d'apprentissage était pour ces personnes une tâche lourde, cognitivement parlant. Il y avait une courbe d'apprentissage qui, à ce moment-là, montait. Et le fait de devoir s'investir pendant des heures, et parfois pendant des journées, et parfois pendant des nuits, dans l'apprentissage de ces tâches, impliquait que, évidemment, ces personnes avaient moins de temps pour aller faire des courses ou alors appeler leur vieille grand-mère malade dans une autre ville. Et donc, il y avait cette impression, mais c'était une impression fausse, que la faute soit d'Internet, alors qu'en réalité, c'était plutôt un effet d'apprentissage qui, quelques années après, avait disparu. Parce que ces mêmes sujets, réinterrogés ensuite, en 98-99, se retrouvaient à un autre point de la courbe d'apprentissage, c'est quand la courbe redescend, et donc évidemment pour eux c'était beaucoup plus simple, ils étaient revenus au niveau de socialisation d'avant, et même plus, parce que justement leur socialisation d'avant avait été boostée, avait été améliorée grâce aux usages informatiques.
D'où le fait que, depuis la fin des années 90 et à partir du début des années 2000, on a abandonné complètement cette idée des vases communicants, de cette vision hydraulique, qu'on appelait parfois aussi l'hypothèse du déplacement. Donc, en gros, on déplace notre sociabilité d'un contexte IRL hors ligne à un contexte en ligne. On l'a abandonné et on parle plutôt d'une complémentarité entre les deux contextes d'interaction. Donc on considère que, en gros, ce qui se passe sur Internet est une espèce de rallonge ou de complément de ce qui se passe hors Internet. Et que donc il faut aussi conclure que les usages des technologies épousent la forme des sociabilités qui préexistent. Et on le voit en l'occurrence si on regarde la sociabilité des étudiants. L'une des premières études menées sur Facebook, et je vous parle de 2007, donc Facebook était un phénomène assez confidentiel pour l'époque, et on parlait justement de quelques millions, je pense qu'ils n'étaient même pas 100 millions même pas 100 millions d'utilisateurs, donc il y avait 4 millions d'étudiants dont ces chercheurs ont analysé les échanges sur 26 mois. Donc c'était la grosse base de données de Facebook. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué, là encore une fois je dois me lever, qu'on avait une utilisation, en termes de rythme d'utilisation de Facebook, qui était complètement adaptée au rythme de la journée d'un étudiant moyen. Je vous parle de 2007, Facebook était surtout un phénomène américain et il commençait à se pointer un peu au Royaume-Uni. À 6 heures du matin, personne presque ne se sert d'Internet, vous voyez là. Et là, à partir de 6 heures, il y a une montée impressionnante avec déjà un premier pic autour de midi. Donc c'est le moment où les étudiants se rendent à leur cours et ils communiquent entre eux sur Facebook pendant leur cours. Il y avait déjà du Wi-Fi à l'époque. Ce qui évidemment aussi nous interroge sur le niveau de qu'est-ce qu'ils font nos étudiants pendant que nous on parle. Et c'est important de le prendre en compte. Après, à partir de midi jusqu'à 15h, 18h, on continue évidemment à être fortement impliqué dans l'échange en ligne et ça continue à monter. Donc effectivement, on se sert d'Internet d'abord quand on est debout, oui, ça c'est clair, mais en plus quand on est dans les contextes même de très forte socialisation, quand on est en salle de cours, entouré par nos pairs, entouré par nos égaux, entouré par des personnes avec qui, évidemment, on pourrait échanger tout simplement en se tournant à droite et à gauche ou alors en passant dans la salle à côté. Mais ce qui est important est, encore une fois, de souligner qu'il y a une complémentarité entre l'échange en face à face et l'échange équipé, médiaté par Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et pour avoir un autre exemple de comment les usages épousent ces sociabilités, regardons plutôt ce deuxième graphe qui représente les usages de personnes en contexte professionnel. Donc c'est des échanges de mails d'employés d'une entreprise. Et là, dans ce contexte-là, on a évidemment une montée des usages à partir de 6 heures, à 9 heures. Entre 9 heures et 18 heures, il y a encore un espèce de plateau, et après, redescente brutale. Donc évidemment, ça c'est d'autres formes de sociabilité, qui est une sociabilité extrêmement concentrée dans une phase précise, qui est la phase de l'échange, ou plutôt de l'interaction professionnelle, entre 9 heures et 18 heures, 9 to 5, dans le contexte anglo-saxon, ouais, donc c'est presque à 1 heure près. Et après, si vous regardez cette autre ligne qui représente le week-end, donc samedi et dimanche, il n'y a aucun échange. Par contre, regardez la même ligne pour les jeunes qui sont sur Facebook, donc c'est les deux en bas. Il y a un décalage horaire, donc ils se réveillent plus tard. Et encore une fois, il y a une différence d'usage, il y a un moment de très forte communication, mais il y a moins de communication dans ce contexte-là, dans la mesure où, par exemple, ces étudiants, pendant le week-end, rentraient chez eux, donc avaient moins d'interaction avec leurs collègues. Donc,
c'est une manière de dire qu'il y a, de la part des usages informatiques, une façon d'épouser les formes de la sociabilité qui préexistent et les rythmes même de cette sociabilité, ce qui implique aussi que, disons, pour nous, c'est important de considérer les usages informatiques comme une activité socialisante à part entière. À part entière, les médias sociaux n'annulent pas la sociabilité, plutôt ils la reconfigurent. Ça, c'est mon cheval de bataille. Le fait de la reconfigurer peut vouloir dire, évidemment, qu'ils changent leur forme, mais aussi qu'ils introduisent parfois, pourquoi j'ai deux fois cette image, voilà, qu'ils introduisent aussi un changement de certaines valeurs. Voilà. Par exemple, la valeur de l'amitié, ça c'est une valeur qui est extrêmement importante dans la sociabilité étudiante. Bon, c'est importante pour tout le monde, mais c'est une notion qui est constamment mobilisée dans le contexte des cultures du numérique et en général dans les échanges en ligne qui sont souvent basés sur des métaphores de amour, partage, don, harmonie sociale. Il y a, encore une fois, on peut faire une lecture idéologique de ce choix terminologique, le fait de dire que les porteurs, même commerciaux, d'intérêt dans le numérique ont aussi intérêt à gommer des éléments de conflictualité sociale. Si vous voulez, après dans la discussion, on pourra en parler. Mais c'est aussi important de dire que ces métaphores d'amour, d'amitié et d'harmonie sont d'une certaine manière des ruses de l'interface même de ces services-là. Ils nous obligent à faire certaines actions, ou plutôt ils nous poussent à faire certaines actions, justement sous prétexte du geste d'amour ou du geste d'amitié. Le fait de devenir ami avec quelqu'un sur Facebook, il faut vraiment s'interroger sur la nature même de ce lien, de cette liaison, au sens vraiment de connexion entre deux personnes. Est-ce vraiment une vraie amitié, une connexion entre deux personnes, ou alors est-ce seulement une liaison purement numérique, au sens de connexion entre deux profils? Deux profils, c'est vraiment deux fiches dans des bases de données. Les statistiques, de ce point de vue-là, ne nous aident pas. Certaines études ont été menées pour voir si les vrais amis, entre guillemets, étaient aussi amis sur Facebook. Il n'y a pas de corrélation qui soit vraiment robuste. Et donc, c'est peut-être une autre approche qu'il faut adopter pour voir, pour analyser le lien social, ou alors cette forme du lien social qui se fait à travers la notion d'amitié sur les médias sociaux. Et ma position est celle de dire que l'amitié est le lien qu'on connaissait avant Internet, et qu'avec les médias sociaux, on doit plutôt parler de friending, terme barbare même pour les Anglais, pour les anglophones, parce que le friending est, disons que la différence, pour faire court, la différence entre l'amitié et le friending est la même différence qui existe entre la course et le jogging. Voilà. Il y a un changement qui est aussi une manière d'adapter à un besoin de flexibilité, d'élasticité du lien social, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement une question de considérer le friending comme une forme mineure d'amitié, une forme plus élastique d'amitié. Non. En réalité, c'est un changement qualitatif majeur. Et l'expérience que j'aime toujours faire est celle de vous inviter à imaginer à quoi notre quotidien pourrait rassembler si notre quotidien était structuré comme Facebook. On serait constamment harcelé par des personnes qui, dans la rue, viennent vers nous et qui nous disent « Tac, veux-tu être mon ami ?» ou ça, c'était le poke. « Veux-tu être mon ami, oui ou non ?» Veux-tu être mon ami, oui ou non? Et ils insistent, ils continuent à réitérer la question jusqu'à quand, exaspérés, disons « Oui, je veux bien être ton ami ». Évidemment, on le fait plutôt pour se débarrasser de cette personne-là. Et à ce moment-là, ce monsieur se tourne vers toutes les autres personnes qui sont dans la rue et crie haut et fort « Maintenant, Antonio Casillier et moi, nous sommes amis ». Il y en a qui ajoutent combien?
Ouais, bon. Et après, effectivement, il y a toute la question de comptage, oui. Mais, donc, c'est pour dire qu'il y a un élément caricatural du processus de création de l'amitié. Au-delà de cet élément caricatural, il y a d'autres éléments qui sont encore plus forts. Par exemple, l'élément de la publicité, l'élément de la déclarativité et de la performativité de l'amitié en ligne. Donc, en gros, la publicité, parce que c'est affiché publiquement, comme s'il s'agissait, par exemple, que sais-je, d'un acte de mariage plutôt, ça ressemble plutôt à ça. L'autre question, la déclarativité, il y a un moment où il faut déclarer l'intention de devenir ami, alors que dans notre vie quotidienne, souvent l'amitié se fait d'une manière, je dirais pas par glissement de relation, on commence à se fréquenter, et après on se retrouve à être amis. Mais souvent on n'a pas un moment dans lequel on dit, bon, avant on n'était pas amis, maintenant on l'est. Et aussi la question de la performativité. Ces mots-là prononcés, c'est des actes de langage. C'est des actes de langage, donc il y a effectivement toute une manière de se mettre en scène en tant qu'ami et en tant que personne qui demande l'amitié. De ce point de vue-là, le changement est un changement de paradigme, si l'on veut, dans la mesure où le friending n'est pas comme l'amitié à laquelle nous avaient habitués les philosophes classiques à partir d'Aristote, à continuer jusqu'à Montaigne, etc. L'amitié relevait pour Aristote de la sphère privée, alors que le friending sur les réseaux sociaux est un lien qui s'affiche publiquement. La liste d'amis, voilà, qu'on voit même dans nos mobiles et partout. L'amitié était, selon Sénèque, un lien désintéressé, alors que le friending est capable de prendre en compte des éléments d'intérêt. Donc, l'autorisation, le friending est plutôt l'autorisation à accéder à des contenus. L'amitié était, pour Cicéron par exemple, réciproque, alors que, par exemple, sur plusieurs réseaux sociaux, l'amitié n'est pas réciproque. On peut être ami de quelqu'un sans que cette personne-là soit notre ami. Bon, ce n'est pas la métaphore de l'amitié, mais sur Twitter, c'est exactement le cas. On peut follower quelqu'un, être abonné à son fil, sans que cette personne nous rende la faveur. Donc, plutôt, il faut considérer le friending comme un acte transitif. On est en train de amitier quelqu'un. Donc, je décide unilatéralement de devenir ami de cette personne-là. Et la dernière différence est que, selon, disons, la philosophie et selon, disons, la pensée classique et de la Renaissance aussi, l'amitié est basée sur la sincérité des sentiments, ou on suppose qu'elle soit basée sur la sincérité des sentiments, alors que le friending est une espèce de toilettage social. Certains anthropologues et primatologues nous parlent, dans les populations de grands singes, de cet échange de faveurs hygiéniques qu'ils appellent le grooming, le fait donc, par exemple, de s'enlever des limaces, ou alors voilà. C'est pas vraiment des gestes d'amitié, c'est pas des gestes d'amour, c'est pas des gestes d'entraide, mais on remarque que chez les grands primates qui justement s'échangent ces gestes de grooming, il y a un niveau de conflictualité moindre. Et peut-être que pour les primates technologiques que nous sommes, on a inventé une manière de s'échanger des petites faveurs qui ne sont pas des faveurs hygiéniques, mais des faveurs informationnelles. Tiens, je te signale ce lien-là. Tiens, j'ai remarqué que tu as un bug sur ton blog, et voilà, je te le fais remarquer. Et sur la base de ça, évidemment, on n'établit pas une grande amitié ou le grand amour, mais on arrive à faire ce petit toilettage social qui, d'une manière ou d'une autre, semble jusque-là contribuer à une certaine forme de harmonisation des échanges et des conversations, à quelques exceptions près, sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que j'ai pratiquement mangé tout le temps que j'avais à ma disposition, mais je continue encore quelques minutes parce que, donc voilà, en résumant, le friending ne remplace pas l'amitié, mais la complète, si vous voulez, ou disons, met l'accent sur certains éléments de l'amitié. C'est important pour le comprendre, surtout, justement, au jour des sociabilités étudiantes, mais pourquoi pas aussi pour les autres. Rapidement, pour moi, c'est important aussi de souligner la question, et là, c'est le moment où vraiment je vous montre quelques graphes de réseau, bon, mais ça, c'est contractuellement, je suis obligé de le faire.
quelle est la structure de la sociabilité qu'on voit surgir à l'heure du web, hein. Un sociologue canadien dont je suis personnellement grand fan, même si la chose n'est pas forcément réciproque, qui s'appelle Barry Wellman, a proposé ce modèle, disons, ces trois typologies de connexion, non pas forcément un réseau, mais dans les réseaux humains, enfin, dans la connectivité humaine, la sociabilité humaine. Donc il dit qu'on assiste aujourd'hui avec Internet au passage d'une société de petites boîtes à une société d'individualisme en réseau. Donc c'est les deux premiers graphes que vous voyez là. Les petites boîtes, c'était la situation d'avant Internet dans laquelle, en gros, on était tous enclavés dans des contextes d'interaction extrêmement forte et un peu, disons, dominée par une certaine claustrophobie. Chacun dans sa famille, chacun dans sa communauté territoriale, chacun dans son entreprise ou dans son institution. On le connaît très bien, évidemment, il y a un effet de solidarité, il y a un effet d'entraide réciproque, un lien social caractérisé par une forte cohésivité, mais en même temps, on a aussi des effets négatifs. Pour justement compenser ces effets négatifs, selon Barry Wellman, aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est complètement différente, qui serait une situation d'individualisme en réseau, dans laquelle on a autant de liens forts que des liens faibles, mais dans laquelle on est, en gros, dans une situation dans laquelle les boîtes ont explosé. Et dans cette situation de boîte éclatée, on se retrouve dans un énorme vide, ce n'est pas un vide, mais c'est une espèce d'espace ouvert, une étendue d'échanges possibles pour lesquels, justement, je peux, chose que je n'aurais pas pu faire auparavant, me connecter à une personne qui serait à l'autre bout du monde. Donc c'est un changement de la structure même de notre société. Personnellement, et ça c'est le moment où justement Barry Wellman m'apprécie beaucoup moins qu'avant, je considère qu'il y a une troisième possibilité théorique, déjà envisagée par Barry Wellman, mais je pense que c'est la possibilité aussi empiriquement remarquable sur Internet, c'est-à-dire que les petites boîtes n'ont pas explosé, elles sont encore en place, mais en plus, on arrive à créer des passerelles entre ces petites boîtes. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on n'a plus une famille ou qu'on arrête d'aller au boulot. On continue à évoluer dans ces petites boîtes, mais en même temps, on est capable, d'une manière parfois extrêmement sophistiquée, de créer des passerelles avec des personnes qui auparavant étaient inatteignables, des personnes qui se trouvaient dans d'autres petites boîtes. Donc cet effet de création de passerelles donne comme conséquence un réseau qui est un réseau qu'on appelle à invariance d'échelle, dans lequel on ne peut pas dire que tout le monde est connecté avec tout le monde d'une manière un peu rhizomatique, mais qu'on a des zones de densité sociale. Des zones de densité sociale qu'on représente souvent de cette manière. Voilà, on les appelle des zones de bonding. Ça, c'est une image de mon réseau Facebook d'il y a quelques années. Donc, qu'est-ce qui se passait dans mon réseau Facebook personnel, c'est-à-dire dans la structure même de mes échanges en ligne? On voyait qu'il y avait des zones qu'on appelle des clusters, donc des composants très denses dans lesquels les individus étaient interconnectés entre eux, donc c'était vraiment des véritables clics, et on dit que dans ces clics-là, on a des effets de bonding, donc en gros de cohésion sociale. Mais en même temps, on a aussi des effets de bridging. Bon, désormais, on voit mal les lignes, mais donc les effets de bridging, c'est les passerelles qu'on peut créer entre clics, entre contextes sociaux éloignés, ou alors entre celle-là et celle-là. Hein. Ce qui se passe, c'est en gros qu'on est capable de créer des ponts qui nous permettent de nous mettre en communication avec des personnes qui étaient socialement éloignées de nous. Et le fait même qu'un service comme Facebook soit basé sur un algorithme PageRank, qui est un algorithme du type friend of a friend, donc en gros qu'on soit connecté non seulement à nos amis, mais aussi aux amis des amis, est quelque chose qui nous représente un peu ce qui se passe dans ces réseaux. Donc voilà, ça c'est une autre visualisation pour montrer les boîtes qui sont encore en place. L'autre élément qui pour moi est important est celui de la multiplexité.
notion sociologique qui, en gros, veut dire que notre sociabilité d'aujourd'hui est structurée par couches de socialisation. Et qu'on peut avoir une première couche qui est celle des personnes qu'on rencontre presque exclusivement hors ligne, IRL, en face à face. Et après, on a une autre couche de communication qui est celle des personnes, par exemple, avec lesquelles on échange des appels téléphoniques. Et après, on a une troisième couche des personnes qu'on rencontre, entre guillemets, sur certains forums de discussion. Et, par exemple, une quatrième couche pourrait être celle des personnes avec qui on échange par mail. C'est une question de multi-appartenance et donc de multiplexité relationnelle, c'est-à-dire que j'ai des différents cercles d'interaction, mais en même temps, c'est une multi-appartenance médiatique. C'est le fait de me servir pour chacune de ces personnes d'un canal de communication différent qui fait en sorte que ma sociabilité aujourd'hui soit structurée par couches, qui sont parfois des couches physiques, donc justement les personnes que je rencontre exclusivement en face à face, mais aussi des couches cognitives, donc des couches de personnes qui se trouvent d'une manière non pas dématérialisée, mais médiatée par des échanges informatiques et des réseaux de communication, qui se trouvent dans d'autres contextes de socialisation. De ce point de vue-là, et ça c'est un résultat important, il faut envisager le web et le web participatif des médias sociaux comme un contexte de notre interaction ou de notre socialisation, et non pas comme un univers séparé, un empiré de octets purs dans lequel des avatars désincarnés pourraient évoluer. Rapidement, et ça va être vraiment ma avant-dernière slide pratiquement, sur la question de la densité des réseaux à l'heure d'Internet. Vous avez peut-être entendu parler de l'effet du petit monde. L'effet du petit monde était lié donc à l'expérience de Stanley Milgram, un sociologue des années 60, enfin plutôt que dans les années 60, avait mené cette expérience qui consistait à envoyer une carte postale d'une ville des États-Unis à l'autre sans connaître l'adresse du destinataire. Peut-être que vous en avez déjà parlé, oui. Donc rapidement, alors pour répéter, en gros, ce qui s'est passé est que évidemment le résultat principal de Milgram était qu'il y a en moyenne 6 degrés de séparation, c'est-à-dire 6 intermédiaires possibles, ou entre 5 et 6 intermédiaires possibles pour faire passer cette lettre de, par exemple, Los Angeles à New York. Parce que je dois d'abord trouver quelqu'un qui habite par exemple au Colorado, qu'il passe à quelqu'un qui habite en Arizona, qu'il passe à quelqu'un qui habite en North Carolina, quelqu'un qui le passe en Georgia, et quelqu'un d'autre qui le passe au Michigan, et l'autre personne qui l'envoie enfin à mon destinataire à New York. 6 passages possibles. Et Stanley Milgram de conclure que c'est une sorte de règle universelle, celle selon laquelle n'importe quel individu soit connecté avec n'importe quel autre individu par à peine 6 intermédiaires. Ce qui veut dire qu'entre moi et Sarkozy, il y a 6 intermédiaires. Et entre moi et... à une époque, je disais Kadhafi, mais maintenant, hélas, voilà. Moi et Berlusconi, 6 intermédiaires. Hélas, voilà. Et Berlusconi et Sarkozy, entre eux, bon, peut-être encore moins. Ce qui est plus important pour nous, au-delà de mes blagues un peu douteuses, est que sur Internet et dans les réseaux sociaux, on mène le même type d'expérience, on a mené depuis des années le même type d'expérience, et on a remarqué qu'on n'a pas 6 degrés de séparation, mais en moyenne 4 degrés de séparation. C'était déjà un résultat qui avait été présenté en 2003 sur un petit réseau de l'époque qui s'appelait Nexus, a été répliqué sur Twitter, a été répliqué la semaine dernière encore sur Facebook. Donc en gros, ce qui se passe est que dans ces réseaux-là, on a un effet de transitivité beaucoup plus importante, une transitivité qui est beaucoup plus élevée, donc 40 fois plus élevée, et qu'en réalité, on ne doit pas parler de 6 degrés de séparation, mais 4 degrés de séparation. Ce qui veut dire que le small world est en train de devenir encore plus small, encore plus petit.
Et certains parlent plutôt d'un monde dense, donc d'un dense world. Et donc évidemment, ceci est lié aussi à une question à ce type de passerelles qui peuvent exister entre les individus. Pour terminer, je voudrais vraiment revenir sur la question des sociabilités étudiantes. On a parlé de la question des valeurs que les médias sociaux semblent véhiculer, comme par exemple la valeur de l'amitié. On a parlé des structures de la sociabilité sur ces réseaux. On a parlé aussi de l'historicité de ces usages informatiques. Ce qui est important pour moi à ce moment-là est aussi le fait de montrer que l'usage intensif de réseaux sociaux concerne particulièrement certaines couches de population. Notamment, il y a une étude importante de Christian Fuchs qui a été menée en 2009 en Allemagne sur un réseau social qui s'appelle StudiVZ, qui est justement un réseau étudiant un peu comme le Facebook allemand. Et le résultat est que ces usages concernent surtout des jeunes gens, non pas à faible revenu, eux-mêmes à faible revenu, mais dont les parents ont des emplois qualifiés et un bon niveau socio-économique. Donc il y aurait un décalage entre non seulement le niveau socio-économique des parents par rapport à ceux de leurs enfants, mais aussi un décalage de perspectives professionnelles pour ces étudiants-là. Ils se trouveraient confrontés à une situation qui est aujourd'hui une situation de précarisation croissante de la force de travail et évidemment de perspectives professionnelles qui sont beaucoup plus sombres. En plus, avec la phase aiguë de la crise actuelle des dernières années, la situation devient encore plus, cohérente. Les médias sociaux sont donc vécus comme une manière pour contrer le risque d'une descente dans l'échelle économique et sociale. Le fait d'insister justement sur le fait de créer une espèce de filet, donc de réseau qui soit un peu là pour nous soutenir, pour faire de l'entraide, éventuellement à mobiliser dans des moments de détresse professionnelle ou personnelle, sert justement à compenser ce que le monde du travail actuel ne semble plus nous garantir. Quand je dis le monde du travail, il y a aussi toutes les autres institutions qui sont liées au monde du travail. Par exemple, la prévoyance ou par exemple justement les politiques sociales qui sont liées au monde du travail et qui sont actuellement en retraite. Donc face à cette retraite du monde du travail et de toutes les garanties qui vont avec, il y aurait une espèce de stratégie sociale qui se met en place sur les réseaux et grâce aux réseaux de compensation de ces limites du monde du travail. Donc la question qu'on peut se poser est justement de se dire est-ce que ces usages informatiques doivent être considérés comme des jouets de riches, entre guillemets. Donc, comme je le disais au début, il y a une différence importante entre les couches de population aisée et les couches de population en dessous du seuil de pauvreté. Donc, peut-on considérer ces réseaux sociaux comme des jouets de riches ou plutôt on doit les considérer comme le symptôme d'une nouvelle misère en milieu étudiant. Donc le fait que les étudiants et les jeunes générations en général s'impliquent avec une passion toujours croissante dans ces réseaux sociaux dans les réseaux sociaux, parce qu'ils y voient une stratégie culturelle et économique et sociale pour compenser, pour contrer cette disparition progressive du travail et des garanties du travail. Donc, ceci est aussi quelque chose qui nous oblige à voir disons aussi la sociabilité étudiante comme quelque chose qui ne doit pas être considéré exclusivement comme un élément de perte de sociabilité. Là, c'est par exemple une étude qui a été menée par la sociologue Valérie Gobi qui justement montre qu'il y a un usage important de médias sociaux, surtout par les étudiants qui n'ont pas d'espace physique à eux.
Donc, c'est la première courbe, la première ligne représente la taille des espaces publics et privés qu'ils ont à leur disposition, donc par exemple la taille de leur appartement. Et si la taille de l'appartement diminue, il y a une utilisation de plus en plus forte d'Internet et des réseaux sociaux. Donc on peut considérer cette taille des espaces de socialisation comme une approximation de leur niveau d'intégration sociale, de perspective professionnelle et aussi de niveau socio-économique. Et donc il y aurait, si vous voulez, une manière de se servir de ces réseaux-là pour contrer une précarité ambiante et aussi une concurrence accrue autour de prestations publiques sociales du genre les soins de santé, l'assistance, la retraite et l'éducation. Et j'ai donc terminé, j'ai été un peu longue, mais donc merci à vous et je reste à votre disposition par mail, par Twitter et sur mon blog. Merci.